On poursuit notre exploration en profondeur de la maîtrise de l'attention. Et après avoir longuement analysé au fil de nos discussions comment notre environnement physique et nos habitudes façonnent ou détruisent notre concentration, je crois qu'il est vraiment temps de s'attaquer à la pièce maîtresse. Ah oui, le gros morceau, l'outil central de notre quotidien pour la grande majorité d'entre nous, l'ordinateur. C'est ça. Et pour bien situer notre démarche d'aujourd'hui, on s'appuie sur une partie très spécifique du livre qui nous sert de fil rouge, celle qui est consacrée au piratage de son propre poste de travail. Mais on va aussi croiser ces recommandations pratiques avec pas mal de recherches académiques super denses. Ouais, des travaux vraiment pointus. On a de la recherche de l'université de Princeton, des études de l'université du Minnesota et même une étude fascinante publiée dans la revue Behavior and Information Technology. Exactement. Et l'objectif de cette analyse croisée est super clair. On veut comprendre les mécanismes cognitifs qui font que nos machines sont des véritables vortex de distraction. Et surtout, la mission, c'est de voir comment transformer cet outil en un véritable sanctuaire de concentration. Et c'est une transition cruciale, tu vois, parce qu'on a tellement souvent tendance à considérer l'ordinateur comme un simple outil neutre. On se dit, bon, c'est juste un écran, et si je suis distrait, c'est juste de ma faute. Ouais, on culpabilise. On se dit qu'on manque de volonté. C'est ça, on blâme notre propre manque de discipline. Mais ce que toutes ces sources démontrent, c'est que l'architecture même de nos espaces de travail numériques, la façon dont ils sont configurés par défaut, je veux dire, eh bien c'est fondamentalement hostile à la concentration profonde. Il y a une vraie friction neurologique en jeu. Ok, décortiquons un peu tout ça, parce qu'il y a une histoire assez surprenante abordée dans le livre, pour commencer, et ça illustre parfaitement cette friction dont tu parles. Ah oui, l'anecdote du début. Voilà. Faut s'imaginer un homme, un certain Robert von Hels. Quand on regarde l'écran d'accueil de son ordinateur, on pourrait vraiment croire que c'est le centre de contrôle d'un agent secret qui croule sous les dossiers hyper confidentiels. Le truc bien chaotique, quoi. Mais totalement. En arrière-plan, on devine genre une voiture de sport en plein dérapage, mais l'image est presque entièrement cachée par une avalanche de trucs, des documents Word, des JPEG, des dossiers sans titre, des raccourcis qui marchent plus. C'est le genre d'écran qui te donne des palpitations juste en le regardant. Ça fait monter la tension directe. Exactement. Et pourtant, ce type n'a rien d'un agent secret. C'est juste un mec avec un bureau numérique extrêmement désordonné. Et franchement, c'est le lot d'une écrasante majorité d'utilisateurs. Ce qui est fascinant ici, c'est cette image frappante du Tao. Ce désordre numérique, c'est une réalité omniprésente. Et ce qui ressort des recherches, c'est vraiment notre tendance collective à minimiser ce bazar. Bah oui, on se trouve des excuses. Grave, on dit que c'est un trait de caractère, on parle de négligence esthétique, ou alors la fameuse excuse du désordre organisé. Mais la réalité psychologique et neurologique que racontent les chercheurs, elle est très différente. On l'a tous entendu, cette phrase. Non mais touche à rien, je m'y retrouve, c'est mon organisation. Mais quand on creuse la littérature scientifique, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est sans conséquence de commencer sa journée face à un mur de, 70 icônes éparpillées? Les résultats sont sans appel, franchement. C'est là que l'étude de Princeton prend tout son sens. Ils ont d'abord prouvé que le désordre physique réduit drastiquement l'efficacité quand on fait des tâches cognitives. Comment ça marche au niveau du cerveau? C'est hyper intéressant. En gros, quand ton champ de vision est encombré, ton cortex visuel il travaille indépendamment de ta volonté consciente. Il scanne l'environnement, il repère les contrastes, les formes, et il envoie tout ça au cerveau pour qu'il traite l'information. Donc le cerveau dépense de l'énergie pour rien en fait. Exactement. Il alloue inconsciemment de l'énergie métabolique pour calculer et filtrer tous ces stimuli inutiles. Et ensuite, l'étude de la revue Behavior and Information Technology a montré que c'est strictement identique pour nos écrans. Pour le désordre numérique. Voilà. Face à un écran surchargé, notre cerveau s'épuise simplement à chercher l'info dans le chaos. Le système neurologique doit en permanence supprimer les trucs non pertinents. Et ça consomme une quantité astronomique de mémoire de travail. J'adore cette explication. C'est un peu l'équivalent de vouloir préparer un grand repas gastronomique, un plat super compliqué, mais dans une cuisine où tous les plans de travail sont recouverts de vaisselle sale, d'épluchures et de casseroles qui n'ont rien à faire là. C'est une super métaphore, ouais. Rien que de chercher la bonne planche à découper au milieu de ce capharnaüm, ça devient une épreuve. Tu dépenses une énergie folle avant même d'avoir émincé le premier oignon. Pour filer ta métaphore, ta mémoire de travail, c'est justement l'espace libre sur cette fameuse planche à découper. Plus la cuisine est sale et encombrée, plus la place sur ta planche rétrécit. C'est logique. Et le truc vraiment insidieux avec l'environnement numérique, c'est que c'est pas juste un obstacle visuel, tu vois.
C'est un vrai piège psychologique. L'esprit humain déteste le vide et cherche tout le temps des signaux pour justifier qu'il est actif. Ce qui amène une réflexion, je trouve. Est-ce que ce chaos visuel, avec tous ces fichiers partout, ça nous donne pas au fond une illusion d'être super productif? Ah, l'illusion du travail. Ouais, on voit cet écran saturé, on a le sentiment d'être au centre d'une tempête d'activité, on se dit « Waouh, j'ai tellement de dossiers urgents ». Et peut-être qu'inconsciemment, on utilise ce bazar comme une excuse pour procrastiner sur la vraie tâche difficile. C'est une hypothèse très solide. Le désordre devient un bouclier contre l'inconfort du travail profond. Et pour comprendre ça, cette procrastination déguisée, il faut se tourner vers les travaux de Sophie Leroy. La chercheuse de l'Université du Minnesota. C'est ça. Les sources parlent beaucoup de son concept fondamental, l'IAS, le résidu attentionnel. En fait, chaque icône, chaque onglet de navigateur ouvert, chaque favori non utilisé, c'est pas juste des pixels. Psychologiquement, c'est un déclencheur externe, Un déclencheur de quoi exactement? une notification visuelle. Bien pire que ça, c'est un rappel de tâches inachevées. Un article que tu voulais lire, un brouillon de mail super délicat, un rapport financier en retard. Ah ouais, la fameuse charge mentale qui te saute aux yeux. Exactement. Le concept de résidu attentionnel montre que quand on regarde, balaye l'écran et s'accroche même une fraction de seconde sur l'icône de ce rapport financier, ton cerveau lance un processus en arrière-plan. Il commence à y penser. Et donc, quand tu reviens à ce que tu étais censé faire. Voilà, quand tu ramènes ton attention sur ta vraie tâche, genre écrire un article, ton attention ne bascule pas à 100%. Une partie de ta capacité cognitive reste collée comme un résidu poisseux au rapport financier. Ton cerveau est divisé. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que, attends, c'est pas une bonne chose d'avoir ces rappels sous les yeux pour ne rien oublier. C'est le principe même du pense-bête, non? La différence, elle est dans l'intention et surtout dans le moment. Un pense-bête, c'est utile quand tu planifies. Mais quand tu es dans la phase d'exécution de ton travail, ces déclencheurs, ce sont des parasites, purs et simples. Ils viennent saboter ta concentration. Totalement. Si tu ouvres ton ordi pour un travail créatif et que tu vois un dossier taxe en retard, l'anxiété que ça génère attaque direct les ressources dont tu as besoin pour créer. Donc si je résume bien, ces dizaines d'icônes accumulées, ce sont des déclencheurs de culpabilité permanents. Ouais, c'est le mot. C'est un fardeau émotionnel qui sape ta motivation avant même que tu lances ton logiciel. T'allumes l'ordi et paf, confrontation directe avec tout ce que t'as pas fait. Voilà pourquoi le diagnostic de ces recherches est si sévère. Ton système neurologique est agressé par tes propres obligations inachevées dès les premières secondes de ta journée. Tu commences avec un déficit de volonté. Face à ce constat plutôt accablant, on cherche forcément la solution. Et le premier réflexe, c'est de se dire « bon je vais ranger ». Le fameux grand ménage de printemps. Voilà. Mais passer un week-end entier à classer, à renommer chaque petit fichier dans des sous-dossiers parfaitement hiérarchisés, franchement, c'est décourageant au possible. C'est titanesque. Et c'est pour ça qu'on abandonne et que les bureaux restent chaotiques. Le classement minutieux, c'est vraiment le piège classique de la fausse productivité. Tu passes un temps fou à créer l'arborescence parfaite. Tu t'épuises à trier des trucs que tu n'ouvriras plus jamais. Et au final, ça tient pas sur la durée. Jamais. Quelques semaines plus tard, l'effort pour maintenir ce système est trop grand, tu lâches l'affaire et le chaos revient. Mais le livre propose une approche radicalement différente, et même assez contre-intuitive. C'est là que ça devient vraiment intéressant. La transformation de l'espace de travail de Robert Van Els dans le texte, elle est extrême. Ah oui, c'est radical. Fini la voiture de sport et les décombres numériques. À la place, il met un fond d'écran entièrement noir, le vide absolu. Et juste au centre, une citation en blanc, toute petite. Ce que nous craignons le plus de faire est généralement ce que nous avons le plus besoin de faire. Ça donne le ton direct. On passe d'une décharge publique à un temple zen. Visuellement, ton esprit est focalisé sur l'essentiel. Mais la magie, c'est ce qu'il a fait de ces fichiers. La méthode de l'auteur est d'une simplicité désarmante. En gros, à part 1 ou 2 fichiers vitaux pour la semaine, tout le reste est sélectionné et balancé dans un seul dossier. Un dossier unique. Ouais, un dossier sobrement intitulé « Tout le reste ». Et c'est ça le cœur du système. Tu prends l'intégralité du chaos et tu le caches dans une seule boîte. Le soulagement visuel est quasi instantané. Non mais attends, il faut qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes. Mettre des milliers de fichiers complètement différents dans un seul dossier, ça ressemble à un suicide numérique, ça, non? Beaucoup de gens pensent ça, oui. Si t'as pas nommé tes fichiers avec une précision chirurgicale et que tu te retrouves avec 30 documents qui s'appellent « sans titre 4 » ou « capture d'écran finale », comment tu t'y retrouves? Est-ce qu'on déplace pas juste la charge visuelle vers une charge de mémorisation impossible?
C'est une objection hyper légitime, et c'est ce qui bloque plein de monde. Mais cette peur, en fait, elle vient d'une méconnaissance de la puissance des outils de recherche de nos systèmes d'exploitation actuels. Tu parles de la barre de recherche? Oui, Spotlight sur Mac ou la recherche Windows. Ces outils aujourd'hui, ils cherchent pas juste le titre du fichier. Ils indexent en permanence le contenu, ils lisent le texte dans les PDF, les cellules des tableurs, les métadonnées des photos. Attends, vraiment? Donc si je cherche une facture d'un fournisseur précis d'il y a 3 mois, j'ai pas besoin de me rappeler du nom du PDF, je tape juste le nom du fournisseur et le mois, et il me le sort. Exactement, instantanément. C'est tout l'enjeu de cette méthode. On remplace une recherche visuelle et manuelle qui coûte très cher en énergie à notre cerveau par une recherche algorithmique qui coûte une fraction de seconde à l'ordinateur. C'est brillant. Les systèmes sont tellement puissants, tu tapes 2 ou 3 mots-clés liés au contexte et paf, le document apparaît. Le coût cognitif pour toi est proche de zéro. Tu délègues la mémorisation à la machine, dont c'est littéralement la fonction première. J'adore. C'est un peu comme ce grand tiroir qu'on a tous à la maison. Le fameux tiroir fourre-tout où tu jettes les piles, les vieux stylos, les élastiques. Sauf que là, ce grand tiroir numérique a un bouton de recherche magique. C'est tout à fait ça. Tu penses à une pile AAA et hop, elle lévite et vient se placer dans ta main. Ça libère d'un fardeau psychologique immense. Fini le classement fastidieux et tu as ce privilège de commencer la journée face à une page blanche. Un écran vierge de toute distraction. Le soulagement cognitif est mesurable. En supprimant ces déclencheurs, ton esprit peut démarrer la tâche importante sans friction. Ta mémoire de travail est 100% dispo. Mais bon, nettoyer l'écran d'accueil, c'est génial, c'est la première étape. Sauf que les sources montrent que ça suffit absolument pas. Ah bah oui, parce que la nature a horreur du vide. Et le vide appelle souvent le bruit. Avoir un bel écran noir, ça sert à rien si toutes les 3 minutes cet espace zen est envahi par des pop-up. Les fameuses notifications. Les pastilles rouges, les bannières qui glissent sur le côté, les petits bruits qui te préviennent d'un mail ou d'une mise à jour. Franchement, essayer de bosser dans ces conditions, c'est comme essayer de méditer profondément en plein milieu d'une alarme incendie. L'analogie de l'alarme incendie est parfaite. Cela soulève une question essentielle. Pourquoi on accepte ça? Les notifications sont littéralement conçues pour pirater nos mécanismes d'alerte primaires. Le cerveau reptilien? Exactement. La couleur rouge vive des pastilles, c'est pas un choix esthétique. Dans la nature, le rouge signale le danger ou l'urgence. Ça capte le regard direct. Et en plus, ça joue sur la récompense aléatoire. Le même mécanisme neurologique que les machines à sous au casino. Chaque petit ding annonce une info potentielle et hop, décharge de dopamine. Voilà. Alors, pour contrer ce piratage biologique, la méthode recommandée est radicale. Désactiver la totalité des notifications du système. Ok, mais là on pourrait me dire, oui mais je le fais déjà. Tout le monde utilise le mode ne pas déranger ou focus de temps en temps. On le met quand on entre en réunion ou pour une heure de gros boulot. En quoi c'est si différent ici? La différence, elle est dans la configuration par défaut. Aujourd'hui, on accepte l'idée que l'ordinateur est ouvert aux interruptions par défaut et on crée des petits îlots temporaires de silence. On fait l'inverse de ce qu'il faudrait. C'est ça, l'auteur propose d'inverser le paradigme. L'étape ultime pour hacker son ordi, c'est de configurer le mode ne pas déranger de façon quasi permanente. Techniquement, tu vas dans les réglages et tu programmes le silence automatique de 7h du matin à 6h59 le lendemain. Waouh! Donc une plage de 23h59 de silence ininterrompu. L'implication concrète de ce petit réglage, elle est monumentale. Ça modifie complètement la dynamique de pouvoir entre toi et ta machine. C'est une reprise de contrôle totale, ouais. Tu refuses le postulat insidieux qui dit que l'urgence de quelqu'un d'autre, genre un mail ou un message, doit instantanément devenir ta propre urgence. On subit plus. Exactement. En imposant ce silence perpétuel, tu t'assures que l'outil facilite tes propres intentions, au lieu de te dicter de réagir à celles des autres. C'est toi qui décides délibérément quand tu vas consulter tes messages en ouvrant l'application. L'info n'est plus poussée vers toi de force. C'est un vrai retour aux sources. L'ordinateur redevient ce qu'il était au tout début, une machine docile, silencieuse, qui attend nos instructions. C'est plus une borne d'arcade capricieuse qui réclame notre attention. C'est un outil, quoi. Mais tu sais, cette libération amène une réflexion de fond assez vertigineuse que les auteurs esquissent. Reprenons la situation là. On a nettoyé le bureau avec le dossier tout le reste, l'écran est noir, on a coupé toutes les notifications sur 24 heures, on est face à un silence numérique total. Le vide.
Et si, à ce moment précis, on n'arrive toujours pas à se concentrer, la distraction, elle peut plus venir de la machine. C'est la conclusion inévitable et elle pique un peu. La distraction ne peut venir que de nous-mêmes. Cet espace purifié, au final, il agit comme un miroir psychologique impitoyable. On peut plus accuser l'outil. Non, fini. Quand il n'y a plus de bannières intempestives, plus de collègues virtuels qui popent à l'écran, on est forcé d'affronter nos propres démons internes. Et ça nous ramène direct à notre théorie du début sur la procrastination déguisée. Si face à cet écran noir qui n'attend que ton travail, tu ressens le besoin viscéral d'ouvrir un onglet pour voir les news ou vérifier frénétiquement une boîte mail que tu sais être vide, tu peux plus dire que la technologie t'a interrompu. C'est clair. C'est ton propre esprit qui cherche une issue de secours face à la difficulté de la tâche. C'est l'essence même de la résistance au travail profond, tu vois. La friction cognitive pousse le cerveau à chercher la fuite la plus proche. C'est fascinant. Mais l'avantage d'avoir neutralisé la machine, c'est que maintenant, cette fuite, elle est consciente. Tu la vois venir à des kilomètres. L'ordi n'est plus un bouc émissaire pratique. Il reflète juste ton niveau de discipline. C'est ça. Et maîtriser cet environnement, le pacifier techniquement et visuellement, c'est vraiment le prérequis absolu. Sans cette base de clarté, essayer de se concentrer longtemps, c'est perdu d'avance face à des algorithmes faits pour nous fragmenter l'esprit. C'est vraiment l'étape zéro. C'est exactement ça, l'étape zéro de l'attention. Une fondation, invisible mais totalement indispensable pour pouvoir construire des habitudes de travail solides par la suite. Le miroir est en place, l'outil est dompté, et c'est là que tout commence vraiment à prendre sens. Et pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, le livre est disponible gratuitement via le lien en description.